Il m'a tout pris lors du divorce, mais il a oublié le secret que j'avais caché dans la doublure de mon manteau. Les flûtes de champagne s'entrechoquaient, un son cristallin et festif qui écorchait mon âme. Le champagne pétillait, doré et lumineux, sous les lustres d'un grand salon parisien auquel je n'appartenais plus. J'étais là, dans un uniforme noir impeccable, plateau à la main, servant des sourires qui n'étaient pas les miens. Sur la scène, sous un projecteur qui le traitait comme un dieu, se tenait Philippe. Les mêmes cheveux parfaitement coiffés, le même costume italien qui coûtait plus que mon loyer d'1 an. Il soulevait un trophée de cristal, le prix de l'homme de l'année. Sa voix, grave et séductrice, résonnait dans les haut-parleurs, parlant d'éthique, de vision, d'un humble commencement. Mon commencement, notre histoire. Chaque mot qu'il prononçait était une brique volée à notre vie, utilisée pour construire le monument de mensonges qu'il était devenu. Il remerciait tout le monde. Ses associés, les investisseurs, sa nouvelle épouse, de 20 ans sa cadette, qui l'applaudissait depuis le premier rang. Il remercia tout le monde, sauf la femme qui avait dessiné les fondations de l'Empire, qu'il appelait désormais le sien. Et puis, il m'a vu. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, ont balayé la foule et se sont plantés dans les miens pendant 1 seconde. J'ai vu une lueur de surprise, rapidement remplacée par quelque chose de pire, l'indifférence, le mépris. Dans ses yeux, je n'étais pas Hélène, la mère de sa fille, l'architecte qui avait rêvé à ses côtés. J'étais juste la serveuse. Un sourire infime, presque cruel, a effleuré ses lèvres avant qu'il ne se retourne vers les applaudissements. À cet instant, le monde s'est arrêté. Le bruit du salon a disparu. Ma main tremblante a serré le plateau. Il pensait que j'étais là par hasard. Il pensait que j'étais une note de bas de page oubliée dans sa biographie à succès. Il ignorait juste une chose. Je n'étais pas là pour servir. J'étais là pour encaisser. Et l'addition était gardée, depuis 5 ans, tout près de mon cœur, dans la doublure d'un vieux manteau. La démolition de son empire est sur le point de commencer. Pour ne manquer aucune étape de cette vengeance, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être le premier à savoir. Ce manteau, c'était presque tout ce qu'il me restait du monde que j'avais aidé à construire. Il repose maintenant sur le dossier de l'unique fauteuil de mon studio de 40 mètres carrés, une seule pièce qui sert de chambre, de salon et de bureau. Les murs, que j'avais un jour rêvé de couvrir d'œuvres d'art, n'affichent aujourd'hui que de fines fissures et l'ombre d'un immeuble voisin. Ma planche à dessin, mon ancien champ de bataille et de gloire, est dans un coin, recouverte d'un drap et d'une couche de poussière qui représente 5 années de silence forcé. Pour le monde, je suis Hélène, l'ex-femme. La femme que Philippe, le grand magnate, a laissée derrière lui. Les rares fois où l'on me croise, je vois la pitié dans les regards. « Pauvre Hélène », murmure-t-il. Elle n'a pas su gérer la rupture. Ils n'ont aucune idée. Ils n'imaginent pas que mes mains, qui servent aujourd'hui des petits fours et connaissent la rudesse des produits d'entretien, sont les mêmes qui ont dessiné les lignes audacieuses de la Tour Zénith, l'œuvre qui a catapulté la carrière de Philippe. Il l'appelle « ma première grande vision ». Je l'appelle « l'enfant qu'on m'a volé ». Je ne me suis pas battue lors du divorce. Tout le monde a cru que c'était de la faiblesse, que j'étais trop brisée pour me battre. Mais ce n'était pas le cas. C'était de la stratégie. Philippe, avec son armée d'avocats, m'a acculée dans une salle froide et m'a donné un choix clair. Il avait fabriqué des expertises médicales, engagé des témoins, créé un récit où j'étais une femme instable, au bord de la dépression nerveuse, inapte à élever notre fille. Le choix était simple. Accepter un accord misérable et conserver ma dignité et le respect de Manon, ou me battre et être publiquement détruite, humiliée et peut-être perdre la garde de la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai choisi le silence. J'ai appelé cela de la survie. Pendant 5 longues années, j'ai survécu. J'ai ravalé ma fierté, j'ai vu ma fille s'éloigner subtilement, séduite par le monde du luxe et les vérités arrangeantes de son père. Le silence est devenu mon compagnon, mon bouclier. Mais ce soir, dans ce salon, quand j'ai vu le mépris dans ses yeux, le bouclier est devenu une cage. Ce regard ne disait pas seulement « tu n'es rien », il disait « tu n'as jamais rien été ». Et c'est là que la femme qui avait survécu a décidé qu'il était temps que l'architecte qui l'avait tué revienne à la vie. Il pensait qu'en me prenant mon nom, mon argent et mon prestige, il me réduirait en poussière. Mais il a commis une erreur fatale. Il m'a laissé la mémoire et la vérité. Et la vérité, eh bien,
c'est comme les fondations d'un immeuble. On peut construire le plus haut gratte-ciel par-dessus. Mais si la structure est compromise, un jour ou l'autre, tout s'effondre. Et j'ai décidé que je serais l'architecte de cette démolition. Je suis rentrée chez moi à l'aube, le son des applaudissements pour Philippe résonnant encore dans mon esprit comme une offense. L'odeur de la nourriture chère et des parfums importés imprégnait mon uniforme bon marché. Je me suis dépouillée de cette peau de servitude, j'ai jeté le tissu sur une chaise comme un linceul et j'ai marché, en silence, jusqu'au coin oublié de mon studio. J'ai retiré le drap qui couvrait ma planche à dessin. La surface en bois était froide mais familière. Mes doigts, durcis par le travail manuel, ont tracé les contours des équerres, des règles, des crayons parfaitement alignés, endormis depuis 5 ans. Là se trouvait la femme que j'étais. Là se trouvait mon essence, emprisonnée dans le graphite et le papier. Que désirais-je? Pas son argent. L'argent achète le silence, le pouvoir, une nouvelle épouse à exhiber sur une scène. J'avais déjà vu ce que l'argent faisait, et ce n'était pas ça qui me motivait. Ce que je voulais était infiniment plus cher et impossible à acheter. Je voulais récupérer mon histoire. Je voulais que le monde sache que les fondations de l'empire de Philippe avaient été dessinées de ma main, au cœur de la nuit, dans une pièce minuscule qui contenait à peine nos rêves. Le souvenir est revenu avec la force d'un raz-de-marée. La nuit où le projet de la tour Zénith a failli mourir. Nous étions épuisés, au bord de la faillite. Philippe, frustré, avait jeté les plans par terre, hurlant que c'était impossible, que la structure ne tiendrait pas avec l'audace qu'exigeaient les investisseurs. Il est allé se coucher, vaincu. Mais pas moi. Je suis resté, avec une cafetière et l'entêtement hérité de ma mère. La solution m'est venue à 4 heures du matin, une fulgurance de lucidité mathématique et artistique. Je n'ai pas seulement corrigé son erreur, j'ai réinventé le concept. J'ai créé un système de poutres externes qui non seulement assurait le soutien nécessaire, mais devenait la signature visuelle de l'édifice, une sorte de squelette d'acier et de verre qui le rendrait iconique. Quand Philippe s'est réveillé et a vu ce que j'avais fait, il ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'a pas dit « Nous avons réussi ». Il est resté silencieux un long moment, regardant le dessin avec une expression que, à l'époque, j'ai confondue avec de l'admiration. Aujourd'hui, je sais que c'était de l'envie. C'est le moment précis où il a décidé que ce coup de génie ne pouvait pas être le mien. Il devait être le sien. Il a présenté le projet comme si l'idée lui appartenait depuis le début. Et moi, aveuglé par l'amour et le partenariat, j'ai laissé faire. Je l'ai laissé mettre uniquement son nom sur les documents. « C'est mieux pour les affaires, chérie », disait-il. « Le marché est misogyne. Un nom fort ouvre plus de portes. » Et je l'ai cru. Mon désir, maintenant, était que Manon, notre fille, connaisse cette histoire. Je ne voulais pas qu'elle continue à vivre en admirant un mythe et en ayant pitié de la mère qu'elle croyait avoir échoué. Je voulais qu'elle regarde la tour Zénith, l'immeuble le plus célèbre de la ville, et qu'elle sache que l'âme de cette structure appartenait à la femme qui l'avait mise au monde. Je voulais qu'elle comprenne que ma force ne résidait pas dans ma survie à l'abandon, mais dans la création de quelque chose que le temps ne pouvait effacer, même si un homme tentait de le faire. Mais un désir sans plan n'est qu'une douleur, et la peur était une compagne réelle, un fantôme assis dans mon fauteuil qui m'observait. Philippe n'était plus le jeune homme ambitieux que j'avais épousé, il était une corporation, une entité avec le pouvoir d'écraser quiconque croisait son chemin. Je me souvenais de ces mots lors du divorce, prononcés avec le calme d'un chirurgien. « Hélène, si tu essaies de te battre, je te démolirai à un tel point que même ta fille ne voudra plus te regarder. » Il ne bluffait pas. Pendant des années, la peur de cette annihilation totale m'a tenu en otage. Mais l'humiliation a un pouvoir alchimique. Elle peut consumer la peur jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence pure et dure de la colère. Et la colère, je le découvrais, était un excellent carburant. Je me suis assise devant mon vieil ordinateur, le bourdonnement du processeur brisant le silence de l'aube. Mes doigts, autrefois tremblants, tapaient maintenant avec une fermeté retrouvée. Je ne savais pas exactement quoi chercher, mais je savais que je ne pouvais pas passer un jour de plus à être un personnage secondaire dans la tragédie qu'il avait écrite pour moi. J'ai cherché architecture, prix, appel d'offres, n'importe quelle faille, n'importe quelle porte entr'ouverte où je pourrais glisser un pied. Et c'est là que je l'ai vu. Un lien discret sur un site spécialisé. Une annonce.
La mairie lançait un concours national pour le projet du nouveau centre culturel de la ville. Une œuvre monumentale, un nouveau repère. Mon cœur s'est arrêté une seconde. C'était une arène de Lyon, un défi pour les plus grands cabinets du pays. L'anonymat était de mise. Les projets seraient jugés uniquement sur leur qualité, sans le nom de l'auteur. Et le président du jury, mon sang s'est glacé. C'était un nom que je connaissais bien, l'un des hommes les plus puissants du cercle de Philippe. Ce n'était pas une porte, c'était un piège. Ou peut-être la seule arène où je pouvais l'affronter. Un piège. Oui, probablement. Mais tout piège est une structure, et j'étais une experte pour trouver les failles, les angles morts, les poutres mal calculées. Philippe avait peut-être placé un de ses chiens de garde pour présider le jury, mais il avait oublié la règle principale d'un concours anonyme, le génie n'a pas de nom. Et pour la première fois en 5 ans, je sentais le mien étinceler à nouveau. J'ai décidé d'entrer dans l'arène. Les semaines suivantes furent une résurrection clandestine. Le monde continuait de me voir comme l'ex-femme effacée, la serveuse d'événements, la femme de ménage. Le jour, je portais mon uniforme, je baissais la tête et je faisais mon travail, économisant chaque centime pour acheter le matériel dont j'avais besoin. Mais la nuit, mon petit studio se transformait. Il cessait d'être une cellule d'exil pour devenir l'atelier d'une révolution silencieuse. Je dormais 3, peut-être 4 heures par nuit. Le café est devenu mon principal aliment et l'adrénaline mon soutien. J'étais de nouveau vivante. La poussière sur la planche à dessin a laissé place au croquis, au calcul, au plan. L'odeur de graphite et de papier a remplacé celle du désinfectant. Mon projet pour le centre culturel naissait de mes propres cendres. C'était une structure qui semblait flotter, avec des courbes audacieuses défiant la gravité, mais soutenue par un noyau interne d'une force brutale, invisible de l'extérieur. C'était une métaphore de ma propre vie, une façade d'apparente fragilité cachant un cœur de résilience incassable. Je ne dessinais pas seulement un bâtiment, je dessinais mon âme en béton et en verre. À chaque trait, je récupérais un morceau de moi que Philippe avait tenté d'enterrer. Et puis, un mardi soir pluvieux, la porte de ma forteresse a été violée. J'étais si absorbée par un calcul de tension que je n'ai pas entendu la clé dans la serrure. J'ai seulement senti le changement dans l'air, la présence de quelqu'un d'autre. Quand j'ai levé la tête, Manon était sur le seuil, les cheveux mouillés de pluie, les yeux écarquillés, fixés sur la maquette qui trônait au centre de ma table. « Maman, qu'est-ce que... » C'est que tout ça. Mon premier réflexe fut une joie pure. Cela faisait des semaines que je ne l'avais pas vue. Je me suis levée pour l'embrasser, un sourire éclairant mon visage fatigué. « Ma chérie, quelle surprise! Entre, ne reste pas là. » Mais elle n'a pas bougé. Son regard passait des dessins sur les murs à la maquette, et son expression de surprise se mua en quelque chose que je ne pus déchiffrer. L'incrédulité, peut-être même la déception. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» demanda-t-elle, la voix basse, prudente. « C'est mon nouveau projet, » dis-je, mon enthousiasme débordant. « Pour le concours du centre culturel, n'est-ce pas incroyable ? J'ai enfin... » « Un concours ?» m'interrompit-elle. Son ton n'était pas admiratif. Il était accusateur. « Tu es sérieuse ?» Mon sourire a vacillé. « Oui, j'ai décidé de me remettre au travail, Manon. » Elle est finalement entrée, fermant la porte derrière elle. Elle a fait lentement le tour de la pièce, son regard critique analysant chaque esquisse. C'était le regard de Philippe, le même regard qu'il portait sur les projets de ses concurrents en quête de la moindre faille. « Papa m'a dit, » commença-t-elle, et mon estomac se noua. « Il m'a dit que tu avais fait une dépression après le divorce, que tu avais perdu la main. Il a dit que tu ne dessinais plus. Chaque mot était un coup physique, précis, cruel, et venant de la personne que j'aimais le plus au monde. Il ne m'avait pas seulement volé, il m'avait empoisonné. Il avait planté sa version de l'histoire dans l'esprit de notre fille, et la graine avait pris racine. Manon, ce que ton père a dit est un mensonge. » Ma voix est sortie faible, tremblante. « Vraiment, maman ? Il s'inquiète pour toi. Il a dit que tu ne devrais pas t'exposer comme ça, que ce serait une humiliation publique. Il ne veut que ton bien, ton bien. » Ce mot, dans sa bouche, sonnait comme la plus vile des insultes. La colère m'est montée à la gorge, chaude comme de la lave. Mais j'ai regardé le visage de ma fille, l'inquiétude sincère dans ses yeux, et j'ai compris. Elle n'était pas l'ennemi. Elle était une autre victime. Cette nuit-là,
Après le départ de Manon, qui laissa derrière elle un silence lourd et une odeur de pluie, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise devant ma planche à dessin et j'ai regardé mon projet. Ce n'était plus une tentative de nouveau départ. Ce n'était plus une question de passion ou d'art. C'était devenu autre chose. C'était une arme, une preuve, le seul langage que ma fille et le reste du monde pourraient peut-être comprendre. Je ne me battais plus pour un prix ou une reconnaissance professionnelle. Je me battais pour la vérité. Et, pour la première fois, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Philippe pensait m'avoir désarmé, mais il m'avait laissé la seule chose qui comptait, une raison de me battre jusqu'au bout. Me battre jusqu'au bout. La phrase résonnait en moi, mais la réalité était plus complexe. Ma guerre ne se gagnerait pas seulement avec du talent sur une planche à dessin. Philippe avait érigé des murailles de pouvoir et d'influence autour de lui. Pour la battre, je ne pouvais pas simplement attaquer le château. Je devais d'abord y pénétrer furtivement en feignant de porter un drapeau blanc. La première bataille devait se livrer sur son terrain, avec ses armes, la manipulation et la psychologie. J'avais besoin qu'il me sous-estime. J'avais besoin que son arrogance l'aveugle. J'ai appelé son bureau le lendemain. La voix de la secrétaire était un mur de froideur polie. L'agenda de Monsieur Dubois est complet pour des semaines. C'est au sujet de Manon, ai-je dit, et la muraille a tremblé. C'était ma seule clé, la seule porte qu'il ne pouvait pas me claquer au nez. Il m'a rappelé en moins d'1 heure. Sa voix était impatiente, comme s'il me faisait une faveur monumentale. « Qu'y a-t-il, Hélène ?»« Nous devons parler. En personne, ai-je insisté. Il a soufflé, un son de pur agacement. « Soyez au sommet, demain à midi, et soyez brève. » Il a raccroché. Le sommet, bien sûr. Le restaurant le plus cher de la ville, son bureau non officiel, une scène où il exhibait son pouvoir. Il ne m'invitait pas à une conversation. Il me convoquait à une audience. Je suis arrivée à l'heure. L'endroit était un sanctuaire de luxe silencieux, où des hommes en costume parlaient à voix basse et des femmes aux bijoux discrets buvaient du vin blanc. J'ai senti les regards sur moi. Ma robe, bien qu'élégante, n'avait pas la griffe de celle qui fréquentait cet environnement. J'étais un oiseau d'un autre plumage, et tout le monde le savait. Philippe était déjà à sa table habituelle, la meilleure du restaurant, avec vue sur la ville. Il parlait au téléphone en gesticulant avec impatience. Il m'a vu arriver, mais n'a pas raccroché. Il a fait un geste vague vers la chaise en face de lui et a poursuivi sa conversation pendant 5 longues minutes. C'était un rituel de pouvoir, un rappel de qui était le maître. J'ai attendu, les mains croisées sur mes genoux, le cœur battant à un rythme lent et contrôlé. « Alors ?» dit-il enfin, en rangeant son téléphone. « Manon, quel est le problème ?» J'ai commencé à parler d'elle, de notre conversation, de l'inquiétude sincère sur son visage. Il écoutait avec un air d'ennui, tel un roi écoutant la plainte d'une paysanne. Et puis, j'ai préparé mon piège. J'ai pris une profonde inspiration et me suis plongé dans mon rôle. « Philippe, je sais qu'elle t'a parlé. » ai-je commencé, la voix soigneusement calibrée pour paraître fragile, hésitante. « Du concours d'architecture. Je sais ce que tu en penses, mais j'en ai besoin. C'est une chance pour moi de me sentir à nouveau utile. » J'ai baissé les yeux sur mes mains, comme si j'avais honte. Je voulais juste te demander de ne pas t'y opposer, de me donner ta bénédiction, pour ainsi dire. Le silence qui a suivi était plus tranchant que n'importe quel cri. Ses yeux m'ont étudié, puis un son étouffé s'est échappé de ses lèvres. Un rire, pas un rire amusé, mais un rire de mépris pur et absolu. Un rire qui disait que j'étais la chose la plus pathétique qu'il ait jamais vue. Il s'est penché sur la table, et sa voix est devenue un murmure venimeux pour que je sois la seule à l'entendre. « Ma bénédiction, Hélène, dans quel monde vis-tu » Il a regardé autour de lui, vers les hommes puissants des autres tables. « Regarde-toi, tu sers dans des réceptions pour payer tes factures. Tu penses vraiment avoir la moindre chance de rivaliser avec les cabinets qui sont dans cette salle ? Tu penses que le monde s'est arrêté en 2020, en attendant ton grand retour ? Chaque mot était un couteau, tournant dans ma blessure. Ta fameuse patte n'existe plus. Elle est morte avec notre mariage. Tu es une pièce de musée, une architecte d'une époque révolue. Tes idées sont vieilles, ton nom est une blague dans le milieu. Les gens ne me le disent pas, mais je sais ce qu'ils pensent. Ils parlent de ta fragilité, de ton déséquilibre. Il a utilisé ce mot comme de l'acide. Si tu t'obstines dans cette folie, je n'aurai pas à lever le petit doigt. Ils riront de toi dans ton dos. Ils te traiteront avec pitié.
l'ex-femme désespérée qui essaie de revivre une gloire que, soyons honnêtes, tu n'as atteinte que parce que tu étais avec moi. Il a souri, un sourire fin et cruel. Mais si par le plus grand des hasards, un juré pris de pitié te laissait passer la première phase, alors, oui, j'interviendrai. Le docteur Durand, qui préside le jury, est comme un frère pour moi. Je m'assurerai que ton projet soit publiquement disqualifié. Je créerai un scandale. Et j'utiliserai tout ce que j'ai, Hélène. Les rapports, les témoins de notre divorce. Je prouverai à toute la ville, et surtout à Manon, que tu n'es pas seulement une architecte ratée, mais une femme qui a perdu la raison. Il s'est adossé à sa chaise, le travail accompli. Je suis restée silencieuse, sentant le goût de l'amertume dans ma bouche. Il ne voulait pas seulement me battre, il voulait m'anéantir, effacer toute trace de mon existence passée. Je me suis levée lentement, chaque mouvement mesuré. Il s'attendait à des larmes, à des supplications. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Je l'ai juste regardé dans les yeux. Merci d'avoir été si clair, Philippe. Tu m'as fait gagner beaucoup de temps. Je lui ai tourné le dos et me suis dirigée vers la sortie, sentant des dizaines de regards curieux me transpercer le dos. À chaque pas, je me répétais « Ne t'effondre pas. Pas ici. Pas maintenant. » Il pensait m'avoir enterrée vivante sous une montagne d'humiliation. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est qu'il ne m'enterrait pas. Il me donnait simplement de la terre. Une terre fertile et sombre où la graine de ma vengeance pouvait enfin commencer à germer. Germer. Mais pour qu'une graine germe, elle a d'abord besoin d'obscurité, de poids, de la terre froide sur elle. Et l'obscurité m'a complètement engloutie à l'instant où les portes vitrées du sommet se sont refermées dans mon dos. Le chemin du retour fut un flou. Les bruits de la ville, les klaxons, les sirènes, tout semblait lointain, étouffé par le bourdonnement assourdissant des mots de Philippe dans ma tête. Pièce de musée, déséquilibre, une gloire qui n'a jamais été la tienne. Je voyais les bâtiments devant lesquels je passais, les lignes, les structures, le béton et le verre qui avaient toujours été mon langage, et pour la première fois de ma vie, il semblait se moquer de moi. La ville que j'avais aidé à construire était maintenant son empire, et je n'étais qu'une indigente, une exilée errant dans ses rues. En entrant dans mon minuscule studio, la première chose que j'ai faite fut de tourner la clé dans la serrure. Le clic du métal a sonné comme le craquement de quelque chose qui se brisait en moi. Le masque de dignité que j'avais porté pour traverser ce salon de luxe s'est fracassé au sol. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. La douleur était trop profonde pour les larmes. Mon corps tout entier tremblait, une vibration violente qui partait de l'âme et secouait mes os. J'ai glissé le long de la porte, m'asseyant sur le sol froid, enlaçant mes genoux comme une enfant effrayée. La solitude de mon studio ne m'avait jamais paru si vaste, si oppressante. Chacun de ces mots était un écho, ricochant sur les murs fissurés de mon estime de moi. Et s'il avait raison, le doute, le plus insidieux des poisons, a commencé à s'infiltrer. Et si je n'étais que cela, une femme d'âge mûr, amère, s'accrochant à un passé qu'elle avait elle-même romancé? Et si le talent s'était vraiment évaporé, ne laissant derrière lui que la coquille d'une architecte qui avait un jour existé? Je me suis levée en titubant et je suis allée vers le petit miroir de la salle de bain. J'ai fait face à la femme qui me regardait. J'ai vu les rides de fatigue autour de ses yeux, les cheveux blancs que je n'avais plus les moyens de teindre, la pâleur de quelqu'un qui ne voyait pas souvent le soleil. J'ai vu la femme que Philippe avait décrite. Et pendant une terrible et longue minute, je l'ai cru. L'humiliation finale n'était pas ce qu'il m'avait dit. C'était la possibilité que ce soit la vérité. Mon regard a erré au-delà de mon reflet et s'est posé sur quelque chose dans la pièce, derrière moi. Le vieux manteau de laine jeté sur le fauteuil, usé, démodé, insignifiant pour n'importe qui. Mais pour moi, c'était une capsule temporelle, un coffre-fort, la dernière forteresse de ma vérité. J'ai marché vers lui, mes mouvements lents, presque rituels. J'ai pris les petits ciseaux de couture dans mon tiroir. Je me suis assise, et les doigts encore tremblants, j'ai commencé à découdre la doublure intérieure, point par point. C'était une couture que j'avais faite moi-même 5 ans auparavant, la nuit où j'ai quitté la maison pour toujours, n'emportant qu'une valise et ce secret. Le fil a cédé. Mes doigts se sont plongés dans l'ouverture, sentant le contact lisse et froid de la petite pochette en plastique qui protégeait son contenu. Je l'ai sorti. À l'intérieur, enroulés avec une précision chirurgicale, ils étaient là, les microfilms. Je les ai tenus face à la faible lumière qui filtrait par la fenêtre.
Et voilà. La preuve. La genèse de tout. Ce n'était pas seulement les plans d'un bâtiment, c'était la calligraphie de mon âme. Mes calculs de résistance, mes notes griffonnées dans les marges, les lignes fluides d'un projet qui était sorti de moi, pas de lui. Les solutions qu'il n'avait jamais trouvées, les innovations qu'il a ensuite vendues au monde comme siennes. Les mots de Philippe, si puissants quelques instants plus tôt, ont commencé à perdre leur force. Ils n'étaient que du son, du bruit. Et ce que j'avais dans la main était de la matière. C'était un fait. C'était la vérité pétrifiée sur celluloïd. Il pouvait mentir au monde, à la presse, à notre fille. Il pouvait essayer de me convaincre de ma propre folie. Mais il ne pouvait pas effacer cela. Cela existait. J'existais. Le tremblement a cessé. Les larmes qui menaçaient de couler se sont taries. Le froid dans ma colonne vertébrale a été remplacé par une colonne d'acier. L'humiliation n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Elle a cessé d'être un poison qui me consumait pour devenir la carapace dure et impénétrable de ma nouvelle armure. Il m'avait montré le monstre qu'il était. Maintenant, je lui montrerai la femme qu'il avait créée par sa cruauté. J'ai posé les microfilms sur la planche à dessin, à côté de mon nouveau projet. Le passé et le futur, côte à côte, la preuve et l'arme. Ce concours ne concernait plus un bâtiment. Il concernait la justice. Et j'allais utiliser chaque gramme de talent et de fureur qu'il me restait pour la construire, brique par brique. C'est à ce moment précis, alors que la décision se solidifiait en moi comme du béton armé, que le téléphone a sonné. Le son strident a déchiré le silence, me faisant sursauter. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Ce pouvait être lui, appelant pour un dernier coup. J'ai répondu, prête à tout. « Allô ? Hélène Dubois ?» La voix était celle d'un homme, grave, un peu rauque. Je ne l'ai pas reconnu. Qui est à l'appareil ? Il y eut une pause. Et puis, les mots qui allaient tout changer. Je m'appelle Mathieu, je suis journaliste, et je pense que nous devons parler de Philippe Dubois. Je sais ce qu'il vous a fait, et je sais qu'il ne l'a pas fait qu'à vous. La voix à l'autre bout du fil était un hameçon lancé dans mes ténèbres. La question était, était-ce un hameçon de sauvetage, ou un qui m'entraînerait dans un abîme encore plus profond ? Pendant un instant, la peur m'a paralysée. La première leçon que l'on apprend en traitant avec Philippe est que rien n'est ce qu'il paraît. Cela pouvait être un piège, une ruse élaborée pour m'exposer, pour me faire avouer mes plans et me donner le coup de grâce. Le silence s'est prolongé. « Comment avez-vous eu mon numéro ?» ai-je demandé, la voix glaciale. « Je suis journaliste d'investigation, Hélène. Obtenir des numéros de téléphone est la partie la plus facile de mon travail, a-t-il répondu, d'une voix calme et posée. La bonne question n'est pas comment je vous ai trouvé, mais pourquoi je vous ai appelé. Alors, pourquoi ? Il y eut une autre pause, cette fois calculée. Parce que je suis au courant pour la nuit du 14 août 2004. La nuit où vous êtes resté éveillé jusqu'à l'aube et avez redessiné toute la façade et la structure porteuse du projet de la tour Zénith. Et je sais que Philippe a présenté vos dessins comme les siens à la réunion avec les investisseurs le lendemain à 10 heures sans vous accorder le moindre crédit. Le souffle m'a manqué. Personne ne savait cela. Personne. C'était un secret, enfermé entre moi, Philippe et les murs de notre ancien appartement. Ce détail, si précis et si intime, était la preuve que cet homme, Mathieu, ne bluffait pas. Il était réel. Où ? Ma voix n'était qu'un murmure. Café Impérial. Demain, à 16 heures. C'est un endroit bruyant, avec beaucoup de sorties. Personne ne nous remarquera. Ne venez que si vous vous sentez en sécurité. Il a raccroché. J'ai passé le reste de la nuit blanche, l'esprit en proie à un tourbillon de possibilités et de dangers. Mais, pour la première fois, la peur rivalisait avec une autre émotion, la curiosité. Le Café Impérial était un vieil établissement du centre-ville, un labyrinthe de tables en bois sombre et une odeur de café fort. J'ai choisi une table dans un coin, le dos au mur, face à la porte. À 4 heures précises, un homme est entré. Il n'avait pas l'air d'un prédateur. Il avait la quarantaine, portait un manteau usé, les cheveux en désordre et une expression de fatigue chronique. Mais ses yeux étaient d'une intensité féroce. Les yeux de quelqu'un qui a passé sa vie à chercher quelque chose. Il m'a vu, s'est approché et s'est assis, sans cérémonie. « Merci d'être venue, Hélène », a dit Mathieu. « Vous avez 5 minutes pour me convaincre que je ne suis pas en train de commettre la plus grande erreur de ma vie. » Il a souri, un sourire sans humour. « C'est juste,
Il a ouvert une chemise cartonnée usée sur la table. À l'intérieur, des coupures de presse, des photos, des documents. J'enquête sur Philippe depuis près de 10 ans. Mon obsession a commencé à cause d'un homme nommé Michel Garnier, un ingénieur de génie, propriétaire d'une petite entreprise de construction. Il avait mis au point une méthode innovante pour les fondations en terrain instable. Philippe s'est associé à lui, a appris la méthode, a volé le brevet en le déposant au nom d'une de ses sociétés écrans, puis a ruiné son associé avec des procès frauduleux. Michel est mort d'une crise cardiaque 6 mois plus tard. C'était un ami de mon père. Mathieu m'a montré les documents. L'histoire était effroyablement familière. Après Michel, j'en ai trouvé d'autres. Une programmeuse qui a créé un logiciel révolutionnaire qui est aujourd'hui la base de la division technologique de Dubois-Corp. Philippe l'a accusé d'espionnage industriel et l'a licencié, en gardant le code. Un architecte d'intérieur qui a vu ses créations copiées et vendues comme des œuvres exclusives de Philippe. Le schéma est toujours le même. Il repère un talent exceptionnel chez une personne vulnérable, s'approche en tant que mentor ou partenaire, absorbe le savoir ou la création, puis détruit la source pour effacer les traces. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai des dizaines d'histoires comme celle-ci, des vies brisées. Mais il me manque une chose, la pièce maîtresse, la toute première fois, là où tout a commencé, là où il a appris et perfectionné sa méthode. Et toutes mes pistes, tous les chemins m'ont mené à vous, Hélène, et à la Tour Zénith. Vous n'étiez pas juste une autre victime, vous étiez le cobaye, le projet pilote. Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation. Ma douleur, que j'avais toujours considérée comme une tragédie personnelle et solitaire, n'était que le premier chapitre d'un livre d'horreur. Je n'étais pas seule dans mes ténèbres. Il y avait d'autres fantômes, d'autres vies qu'il avait dévorées pour alimenter son ascension. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je demandé, la voix ferme pour la première fois. La vérité, des détails, des preuves, tout ce qui peut vous lier de manière irréfutable à la conception de la Tour Zénith. J'ai son château de cartes, Hélène. J'ai juste besoin que vous m'aidiez à souffler sur la carte du bas. J'ai pensé au microfilm, en sécurité dans mon studio, ma police d'assurance, mon arme secrète. Ce n'était pas le moment de la révéler. Pas encore. Je devais savoir si je pouvais lui faire confiance. Mais en voyant la détermination dans ses yeux, en voyant les histoires des autres victimes dans ce dossier, j'ai su que je n'avais pas le choix. Mon combat n'était plus seulement le mien. « Je vais vous aider », ai-je dit. « Je vous dirai tout. Comment il pense, comment il manipule. Où sont ses faiblesses ?» Une lueur de triomphe a traversé le regard de Mathieu. Il a refermé la chemise et m'a glissé un petit objet sur la table. Un téléphone prépayé, ancien et simple. « N'utilisez que celui-ci pour me parler. Détruisez votre ancienne carte SIM. Philippe n'est pas seulement un voleur, Hélène. Il est paranoïaque. Il surveille tout et tout le monde. À partir de maintenant, considérez-vous en danger. » Ces derniers mots sont restés suspendus dans l'air, lourd et glacial. Je suis sortie du café, le téléphone me brûlant la main. La peur était toujours là, mais maintenant elle avait un but. Une fine pluie avait commencé à tomber, lavant les rues de la ville. Avant, j'y voyais un monument à ma défaite. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était vraiment, une vaste scène de crime. Et je n'étais plus la victime. J'étais le témoin clé. Et j'étais sur le point de faire ma déposition. Ma déposition. Le mot a résonné en moi avec la force d'un serment. Pendant 5 ans, j'ai été la scène d'un crime silencieux. Maintenant, je serai la détective, l'experte et la procureure. Le téléphone prépayé dans ma poche était plus qu'un appareil. C'était le symbole d'une nouvelle vie, une double vie, vécue dans l'ombre. À partir de cette rencontre au Café Impérial, la Hélène que le monde connaissait est devenue un fantôme, une performance soigneusement répétée. Et la vraie Hélène, elle n'émergeait que dans la solitude de l'aube, dans le sanctuaire de mon petit studio. Ma routine est devenue un exercice de compartimentation. Le jour, j'étais l'ombre. Je continuais mes petits boulots, servant des cafés, nettoyant des bureaux. Je me faisais discrète, je baissais les yeux, je projetais l'image d'une femme résignée, presque brisée. Je savais que les yeux de Philippe pouvaient être n'importe où, et ma faiblesse apparente était mon meilleur déguisement. Un après-midi, en nettoyant la salle de réunion d'une banque d'investissement, j'ai vu son visage en couverture d'un magazine d'affaires. « Le titan du bâtiment », titrait le magazine. J'ai regardé sa photo, son sourire de prédateur,
Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni douleur ni nostalgie. J'ai ressenti ce qu'un général ressent en étudiant la carte du territoire ennemi. Une concentration froide, analytique. La nuit, mon studio devenait une salle de guerre. D'un côté, la planche à dessin bouillonnait de vie. Je ne créais pas seulement un projet, je forgeais un chef-d'œuvre. Mon centre culturel était audacieux, lyrique, mais surtout techniquement irréfutable. Chaque calcul a été refait des dizaines de fois, chaque matériau spécifié avec une précision obsessionnelle. Je savais que le jury du docteur Durand l'examinerait au microscope, cherchant la moindre fissure pour justifier une disqualification. Je leur livrerais donc la perfection, rendant toute attaque manifestement partiale. Et, au cœur du projet, j'ai planté une graine, une signature de design subtile, une solution structurelle dans les arches du plafond qui faisait écho, en inversé, aux poutres de la tour Zénith. Un message que seul moi, et peut-être Philippe, comprendrions. C'était mon piège poétique. De l'autre côté de la pièce, le petit téléphone prépayé était ma connexion avec le monde réel. Les conversations avec Mathieu étaient courtes, cryptées dans un langage que nous seuls comprenions. Je suis devenue une archéologue de la psyché de Philippe. J'ai passé des nuits blanches à fouiller mes souvenirs, mes anciens journaux, déterrant non seulement des données techniques, mais des schémas comportementaux. Je me suis souvenue de son aversion à être contredit en public, de son besoin pathologique de contrôler le récit, de sa tendance à sous-estimer les femmes qu'il considérait émotives. « Il ne résistera pas à la chance de t'humilier personnellement, Hélène », m'a dit Mathieu lors d'un appel. « Il a besoin d'être le protagoniste de ta défaite. » Et alors, je lui ai préparé la scène. Un samedi, je suis allée dans une pâtisserie du quartier chic où vivait Manon, un endroit que je savais qu'elle et ses amis fréquentaient. Et, comme prévu, j'ai rencontré l'une de ses amies les plus proches. J'ai feint la surprise, accepté l'invitation pour un café et, quand elle m'a demandé comment j'allais, j'ai laissé tomber mes épaules, forcé une expression d'épuisement et soupiré. « J'essaie, ma chérie, mais je crois que je me suis lancée dans quelque chose de trop grand. Ce concours, c'est si difficile. Parfois, je pense que Philippe avait raison. J'aurais peut-être dû me tenir tranquille. » J'ai prononcé ces mots d'une voix tremblante, les yeux humides. Je savais qu'en moins d'une heure, chaque mot de cette conversation parviendrait aux oreilles de Philippe, par l'intermédiaire de Manon. Je nourrissais la bête, je gonflais son ego, je lui faisais croire que j'étais exactement la femme pathétique qu'il avait décrite au restaurant. La tension a commencé à monter. La date limite pour le dépôt du projet approchait, et l'air autour de moi semblait plus dense, plus chargé. J'ai commencé à remarquer des choses. Une camionnette de livraison sans logo, garée pendant des heures de l'autre côté de ma rue. Un clic étrange sur la ligne de mon téléphone fixe que je n'utilisais plus pour rien d'important. Mathieu m'a prévenu de changer mes itinéraires, de ne jamais emprunter 2 fois le même chemin pour rentrer chez moi. Le danger cessait d'être une abstraction pour devenir une présence physique, une ombre qui m'accompagnait. Enfin, le jour est arrivé. Le dernier jour pour l'inscription. J'ai imprimé les plans, assemblé la maquette, mis le tout dans la boîte officielle du concours. Transporter ce projet jusqu'à l'hôtel de ville, c'était comme transporter une bombe à retardement. Chaque pas était lourd, définitif. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En déposant la boîte au guichet du protocole, j'ai senti un frisson. C'était le début de la fin. Je suis rentrée chez moi et, d'une main ferme, j'ai envoyé un message au téléphone de Mathieu. Seulement 3 mots. L'appât est lancé. La réponse de l'univers a été quasi immédiate. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone personnel, pas celui de Mathieu, a sonné. C'était Manon. Sa voix n'était qu'un filet de panique. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait, maman ? » « Manon, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Papa, il m'a appelé, il est... Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est furieux. Il a dit que le docteur Durand a vu ton nom sur la liste officielle des inscrits et le lui a dit. Maman, il a dit qu'il allait te détruire, qu'il utiliserait tout contre toi. Il ne plaisante pas. S'il te plaît, pour l'amour que tu as pour moi, abandonne. Retire le projet avant qu'il ne soit trop tard. J'ai entendu l'appel désespéré de ma fille, la terreur sincère dans sa voix, et mon cœur s'est brisé pour elle. Mais la femme qui a répondu n'était plus la mère qui se recroquevillait. C'était la stratège qui regardait l'échiquier et voyait le roi adverse marcher droit vers l'échec et mat. « Ne t'inquiète pas, ma fille, ai-je dit, d'une voix d'un calme effrayant. La tempête arrive, oui, mais cette fois, je ne suis pas le bateau, je suis l'ouragan.
Dans ces moments, savoir que je ne suis pas seul me donne de la force. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je prendrai soin de lire et de répondre à chacun d'entre vous. Et l'ouragan est arrivé un jeudi soir. La scène était le grand auditorium municipal, un temple de velours rouge et d'architecture néoclassique, bondé de la fine fleur de la société et des plus grands noms du bâtiment du pays. L'air était dense, lourd de l'odeur de parfums chers, d'ambition et d'hypocrisie. Et j'étais là, pas au premier rang, aux côtés des titans, mais au fond, près d'une sortie latérale, dans une simple robe noire qui me faisait ressembler à une ombre. C'était exactement ce que je voulais. Une ombre sur le point de dévorer la lumière. De mon point de vue, j'avais une vision claire de l'échiquier. Devant, le roi, Philippe. Impeccable dans son smoking, il était le centre de l'attention, serrant des mains, souriant avec cette assurance de prédateur que je connaissais si bien. À ses côtés, Manon, notre fille, ressemblait à une princesse dans un conte de fées sombres, son sourire tendu, ses yeux anxieux me cherchant dans la foule. Et sur la scène, le fou corrompu, le docteur Durand, président du jury, se prélassait sous les projecteurs, maître de cérémonie de la soirée, bourreau de ma réputation. La cérémonie a commencé avec la pompe habituelle. De longs discours ennuyeux sur l'avenir de la métropole. Mon cœur battait à un rythme sourd et constant. Je n'étais pas nerveuse. La phase de nervosité était passée depuis longtemps. Ce que je ressentais, c'était une clarté glaciale, le calme qui précède l'impact inévitable. Les 5 finalistes ont été annoncés. Des noms de cabinets célèbres, des projets grandioses projetés sur des écrans géants. Mon nom, comme prévu, n'a pas été appelé. La caméra se concentrait sur Philippe à chaque annonce et il applaudissait avec la magnanimité d'un empereur satisfait. Puis, Durand a pris le micro pour son grand moment. Avant d'annoncer le grand gagnant, dit-il, sa voix huileuse résonnant dans l'auditorium, je voudrais faire une mention spéciale. L'intégrité d'un concours comme celui-ci est notre bien le plus précieux. Et malheureusement, parmi les nombreux projets brillants, nous en avons reçu un qui, malgré son ambition esthétique, contenait une faille structurelle primaire. Il a marqué une pause dramatique. Le silence dans la salle était total. Une erreur de calcul dans l'équilibre des poutres de soutien qui mettrait en péril la sécurité du public. Une erreur d'amateur, franchement. Il n'a pas eu besoin de dire mon nom. Tout le monde savait. J'ai senti le poids de centaines de regards se tourner vers le fond de la salle, vers l'ombre qu'il savait être moi. J'ai vu le visage de Manon se contracter de pure mortification. Et j'ai vu Philippe baisser la tête, feignant une expression de profonde déception, l'acte final de sa trahison. L'humiliation était complète, publique, chirurgicale. J'étais, officiellement, une imposture. Durand a souri, satisfait. Mais laissons de côté ce malheureux incident et passons à ce qui nous intéresse. Excusez-moi, docteur Durand. La voix, calme et ferme, n'est pas venue de la scène. Elle est venue du public. Un homme s'est levé au 3e rang, Mathieu. Il n'avait pas l'air d'un journaliste. Il ressemblait à un professeur d'université sur le point de poser une question académique. Avant d'annoncer le lauréat, a-t-il poursuivi, sa voix maintenant amplifiée par le silence stupéfait. Au nom de la transparence du concours, pourriez-vous nous éclairer sur une question concernant l'originalité des œuvres de notre grand invité d'honneur de la soirée, Monsieur Philippe Dubois? Durand est devenu blême. Philippe s'est figé au 1er rang. Avant que la sécurité ne puisse réagir, quelque chose s'est produit. L'écran géant derrière la scène, qui affichait le logo du prix, a clignoté. Et une nouvelle image est apparue, projetée en haute définition pour que tous puissent la voir. C'était mon dessin, mon microfilm, le plan original et détaillé de la tour Zénith. Le chaos a commencé par un murmure, puis une onde de choc. Les gens se retournaient, montraient du doigt, chuchotaient. L'image sur l'écran était nette, indéniable. Les calculs complexes, les annotations, les lignes d'un génie. Et puis, comme guidé par une main divine, la projection a fait un zoom lent et impitoyable sur le coin inférieur droit du document, sur ma signature. Hélène A. Dubois, architecte. C'était mon signal. Je suis sortie de l'ombre et j'ai commencé à marcher dans l'allée centrale. Le son de mes talons sur le marbre était la seule chose qu'on entendait dans l'auditorium paralysé. Toc, toc, toc. Un pas pour chaque année de silence. Un pas pour chaque nuit de larmes. Un pas pour chaque mensonge. Le faisceau d'un projecteur confus m'a trouvé, me baignant dans une lumière blanche et aveuglante.
Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai continué à marcher, les yeux fixés sur la scène, sur le visage de Philippe, qui était maintenant un masque de fureur et de panique. J'ai gravi les marches de la scène avec un calme qui ne m'appartenait pas. Durand a reculé comme si j'étais une apparition. J'ai tendu la main et lui, dans un acte réflexe, m'a donné le micro. Le métal était froid dans ma main. Je me suis tournée vers le public. J'ai croisé le regard de Manon, les larmes coulant sur ses joues, les yeux remplis d'une compréhension dévastatrice. J'ai croisé celui de Mathieu, qui m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Et enfin, j'ai croisé les yeux de Philippe. Le roi était nu sur son trône. « Bonsoir », ai-je dit. Et ma voix, à ma grande surprise, est sortie ferme, claire, remplissant chaque recoin de cette vaste salle. Je m'appelle Hélène. Et ces 20 dernières années, l'architecture de cette ville a entendu ma voix, mais n'a jamais appris mon nom. J'ai montré l'écran. Ce projet, la Tour Zénith, a été la fondation de l'empire du Bois-Corp. Et, comme vous pouvez le voir, il n'est pas né de la vision d'un homme. Il est né du talent d'une femme qu'on a convaincue de garder le silence au nom des affaires. Je me suis tournée vers Durand. Et aujourd'hui, mon nouveau projet a été disqualifié pour une erreur d'amateur. Quelle curieuse coïncidence, car la solution structurelle que le docteur Durand a jugée amateur est la même signature de design que j'ai utilisée pour que la tour Zénith tienne debout. La même qu'on m'a volée il y a 20 ans. Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper. J'avais le contrôle absolu de ce moment, de cette vérité. Je n'avais pas besoin de crier, pas besoin de pleurer. J'avais seulement besoin d'exposer les faits. Le dépassement de soi n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de restauration. Je reprenais ce qui m'appartenait. Puis, j'ai plongé la main dans la poche de ma robe. Philippe m'observait, les muscles de son visage contractés dans un masque de haine. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Personne ne le savait. Ce que j'ai sorti n'était ni un document, ni un téléphone. C'était quelque chose de petit, en métal, usé par le temps. La vieille clé de notre premier studio. L'endroit où la tour Zénith a été conçue. J'ai marché jusqu'au pupitre en plexiglas et, d'un geste délicat, j'y ai posé la clé. Le son minuscule a été amplifié par le micro, un clic métallique qui a retenti comme un coup de feu. « Tout grand mensonge, Philippe », ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Commence par une petite clé qu'on oublie de rendre. Le clic de la clé sur le pupitre fut le détonateur. Pendant 1 seconde, 2, peut-être 3, l'auditorium tout entier retint son souffle. Le silence était si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement électrique des projecteurs. Et puis, il s'est rompu. Non pas par des applaudissements, mais par l'explosion chaotique de la réalité qui s'effondrait. Le murmure initial s'est transformé en un rugissement, tandis que des centaines de téléphones portables se sont levés, leurs écrans brillant dans la pénombre, tous enregistrant, tous diffusant l'effondrement d'un roi en temps réel. L'équipe de journalistes de Mathieu, stratégiquement positionnée, fut la première à agir. Ils ont franchi le cordon de sécurité comme une vague, montant sur la scène, encerclant Philippe de micros et de caméras. Son enfer personnel avait commencé. Sa première réaction fut le déni, la fureur d'un tyran qui ne comprend pas pourquoi ses sujets se sont rebellés. Il a arraché le micro des mains d'un journaliste. « Silence !» a-t-il hurlé, la voix déformée par la rage, non plus séductrice, mais gutturale, animale. « Sécurité ! Sortez cette femme d'ici ! Sortez cet imposteur !» a-t-il crié en me désignant, ainsi que Mathieu. Mais les agents de sécurité, des hommes immenses en costume, se sont arrêtés à mi-chemin, regardant la horde de la presse, le public en effervescence et le visage blême de leur supérieur. La chaîne de commandement était rompue. Le pouvoir de Philippe s'était évaporé à cet instant et tout le monde a senti le vide. Désespéré, il s'est tourné vers son allié. « Durand, faites quelque chose, espèce d'incapable. » Mais Durand était déjà en retraite, se faufilant vers les coulisses, le visage blanc comme un linge, tentant de se dissocier du naufrage. Les rats étaient les premiers à quitter le navire, et le navire du Bois-Corp coulait à une vitesse record. Seul, acculé, Philippe s'est tourné vers le public, vers le jury qui le jugeait maintenant. « Amis, collègues, vous me connaissez depuis des années, c'est une mascarade. Une calomnie alimentée par le ressentiment d'une femme instable. » Mais ces paroles se sont perdues dans la cacophonie. Personne ne l'écoutait. Tout le monde regardait l'écran géant qu'un technicien complice de Mathieu avait figé sur l'image de ma signature. La preuve était plus forte que n'importe quel discours. Sa réputation,
bâti sur des décennies de mensonges et de manipulations, était en train d'être démoli en quelques secondes. Et puis, mon regard a croisé celui de Manon. Elle était toujours au premier rang, paralysée, le visage baigné de larmes silencieuses. J'ai vu dans ses yeux l'agonie d'un monde entier qui s'écroulait. L'image du père héros, du protecteur, du génie, se dissipait en fumée toxique. Et à sa place, la vérité émergeait. Un voleur, un menteur. Mais au milieu de sa douleur, j'ai vu autre chose. J'ai vu les pièces du puzzle s'assembler. La tristesse de la mère, le petit studio, la passion dans mes yeux quand je parlais du projet. Des années de lavage de cerveau étaient anéanties par une dose brutale de réalité. Nos regards se sont croisés à travers le chaos et à cet instant, un pont s'est reconstruit au-dessus du gouffre qu'il avait creusé entre nous. Les mots étaient inutiles. C'était une demande de pardon et une acceptation. Pendant que la meute de journalistes se concentrait sur Philippe, je me suis retournée. Mon travail ici était terminé. J'ai descendu les marches de la scène avec le même calme que j'avais en montant. La foule, autrefois un obstacle, s'écartait maintenant sur mon passage. Les mêmes personnes qui me regardaient avec pitié me fixèrent maintenant avec un mélange de choc, d'admiration et de crainte. Je n'étais plus l'ex-femme. J'étais la femme qui avait fait tomber le titan. À mi-chemin, Manon est venue à ma rencontre. Elle n'a pas pu parler. Elle s'est juste agrippée à moi, son corps secoué d'un sanglot muet. Je l'ai serrée contre moi, une étreinte qui contenait 5 années de distance, de malentendus, de douleur. « Je suis désolée, maman », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Je ne savais pas. »« Je sais, ma chérie », ai-je répondu. « Maintenant, tu sais. » Je l'ai laissée avec une amie et j'ai continué mon chemin. Près de la sortie, Mathieu m'attendait. Il y avait une lueur de respect dans son regard fatigué. « Le monde entier écoute maintenant, Hélène », a-t-il dit. J'ai simplement hoché la tête. J'ai jeté un dernier regard en arrière. La scène sur l'estrade était dantesque. Philippe, l'homme qui contrôlait tout et tout le monde, avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Le visage rouge, les cheveux en désordre, le smoking chair froissé. Il criait, insultait, mais plus personne ne lui prêtait attention. Les flashs des appareils photo explosaient sur son visage, impitoyable, capturant chaque angle de sa désintégration. Il n'était plus sur la scène de son triomphe. Il était au pilori de sa honte, seul, exposé, un roi déchu, entouré des ruines de son propre château de cartes. Je suis sorti de l'auditorium et j'ai respiré l'air frais de la nuit. La tempête était passée, et pour la première fois depuis très très longtemps, je ne fuyais plus la pluie. J'étais en paix, sentant les gouttes froides sur mon visage, lavant les dernières cicatrices. L'ouragan avait tenu sa promesse. Un ouragan, quand il passe, ne laisse pas seulement la dévastation dans son sillage. Il laisse aussi un silence profond, un air étrangement pur, un ciel d'une clarté presque douloureuse. Et c'était exactement ce silence qui remplissait mon studio le lendemain matin. Dehors, le monde était en feu. Le nom de Philippe s'étalait sur tous les portails d'information, non plus comme un titan, mais comme une imposture. Les actions de son entreprise chutaient. Ses associés publiaient des communiqués hâtifs, tentant de se distancier de l'incendie. La ville entière bruissait du scandale. Mais ici, entre mes 4 murs, régnait une paix que je n'avais pas connue depuis 2 décennies. Les gens imaginent probablement que j'ai passé la nuit à célébrer, que j'ai ouvert une bouteille du champagne le plus cher, cette même boisson que je servais pour survivre, et que j'ai porté un toast à sa ruine. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de célébration, pas d'euphorie. Il y a eu seulement le soulagement profond et épuisé d'un soldat qui rentre enfin chez lui après une guerre longue et solitaire. La vengeance, qui avait si longtemps semblé être mon unique carburant, s'est révélée ne pas être ma véritable destination. J'ai réalisé, en regardant le soleil se lever par ma fenêtre, que ce que je cherchais n'était pas sa destruction, mais ma reconstruction. Mon désir n'a jamais été de prendre son trône. C'était simplement de remettre mon nom sur la carte, de prouver que ma géographie existait. La satisfaction que je ressentais ne venait pas de le voir tomber. Elle venait de me sentir debout, solide sur mes propres fondations, pour la première fois depuis des années. Je ne l'ai pas détruit. J'ai simplement cessé de supporter le poids de ces mensonges. Et, comme toute structure mal calculée, il s'est effondré tout seul. J'ai repensé à mes 5 années d'exil, ces années où je me sentais effacée, invisible, faible.
Je les voyais comme une période de honte, une preuve de ma défaite. Mais, sous la lumière claire du lendemain matin, je les ai vus différemment. Ces années n'ont pas été ma prison. Elles ont été mon cocon. Pendant que le monde ne voyait qu'une chenille rampant dans la boue, humiliée et lente, à l'intérieur, en secret, les ailes se formaient. La force dont j'ai fait preuve sur cette scène n'est pas née du jour au lendemain. Elle a été forgée dans le silence, l'observation, la douleur ravalée. La vraie force n'est pas l'absence de chute, mais la dignité silencieuse avec laquelle on prépare son retour. Bien sûr, la victoire a eu un prix. La vérité, aussi pure et libératrice soit-elle, est aussi une lame aiguisée. Et elle a profondément entaillé l'âme de ma fille. Toute sa vie, Manon a vécu dans un château qui, pour elle, était réel. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement exposé les mensonges de son père. J'ai démoli le château entier, brique par brique, et je l'ai laissé dans les décombres, tremblante de froid. La douleur dans ses yeux, la compréhension dévastatrice que le héros de sa vie était le méchant de l'histoire de sa mère. Cette image restera à jamais gravée en moi. Une guerre juste laisse tout de même des cicatrices sur les innocents. Et la reconstruction de notre relation serait mon projet le plus complexe et délicat. Je me suis approchée de ma planche à dessin, où le projet du centre culturel reposait encore, intact. À côté, les microfilms et la petite clé en métal. J'ai pris un crayon de graphite, sentant son poids familier dans ma main. C'était comme retrouver une partie perdue de mon propre corps. Philippe ne m'avait pas volé mon talent. Il l'avait seulement enfermé dans un coffre-fort obscur en me convainquant que j'en avais perdu la clé. Ce que j'ai fait cette nuit-là, ce n'est pas forcer son coffre. C'est simplement me souvenir que la clé avait toujours été avec moi. Mon identité n'était pas quelque chose qu'il pouvait me donner ou me reprendre. Elle était dans mes mains, dans mon esprit, dans ma capacité à créer de l'ordre et de la beauté à partir du chaos. C'est alors que le téléphone a sonné, mon téléphone personnel. Le son ne m'a pas effrayé. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti un frisson de peur, une pointe de paranoïa. J'ai répondu. La paix dans mon âme était réelle, inébranlable. J'ai regardé l'écran. Le nom brillait, une promesse et un défi. Manon. L'ouragan était passé. La démolition était terminée. Maintenant, il était temps de commencer à construire. J'ai pris une profonde inspiration, un sourire triste, mais plein d'espoir, effleurant mes lèvres. J'ai répondu à l'appel, la voix douce, mais plus ferme que jamais. « Allô, ma chérie. Allô, ma chérie. » La conversation qui a suivi cet appel n'a pas été facile. Il n'y a pas eu d'étreinte immédiate, ni d'absolution instantanée. Il y a eu des larmes, des questions difficiles, des années de confusion et de douleur qui ont été déversées. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, maman ?» a demandé Manon, la voix étranglée par les sanglots. Et moi, pour la première fois, j'ai tout raconté. Sans filtre, sans omettre mes propres peines et mes peurs. J'ai parlé des menaces lors du divorce, du choix que j'ai fait pour la protéger, et je lui ai montré les microfilms. Ce jour-là, elle n'a pas seulement entendu la vérité, elle l'a touchée. Ce fut le début d'une reconstruction lente et délicate, la fondation d'un nouveau type de relation, basée non pas sur des fables, mais sur la réalité complexe et parfois douloureuse. Pendant que nous reconstruisions nos liens, le monde que Philippe avait bâti implosait. L'article de Mathieu a été la première onde de choc, et ce qui a suivi a été un tsunami. Encouragés par mon histoire, d'autres victimes ont commencé à se manifester. L'ingénieur qui l'avait ruiné, la programmeuse qui l'avait accusé de fraude, les histoires étaient nombreuses, et la presse s'en est délectée. Dubois Corp a été la cible de dizaines de poursuites. Le fisc a ouvert une enquête sur les sociétés écrans qu'il utilisait pour déposer les brevets volés. En moins de 6 mois, l'empire s'est effondré. Philippe a tout perdu. L'argent, les amis, le prestige. Le docteur Durand a été contraint de démissionner de tous ses postes publics, sa carrière terminée dans la disgrâce. La justice du monde, bien que lente, trouve parfois son chemin. Quelques semaines après le scandale, j'ai reçu un email. Il ne venait pas de la mairie, ni d'aucun des jurés du concours. Il provenait d'un consortium d'investisseuses, des femmes puissantes du monde de la finance et des arts, qui avaient suivi mon histoire. Le message était simple. Nous avons lu votre projet pour le centre culturel. Et nous avons lu votre histoire. Nous voulons le construire, exactement tel que vous l'avez dessiné. Sans comité, sans modification.
votre vision. Et c'est ainsi qu'est née Hélène Architecture. Mon nom de famille, qui a si longtemps été ma honte, je l'ai revendiqué. Mais maintenant, il avait une nouvelle signification. J'ai ouvert mon agence, non pas dans une tour de verre au centre de la ville, mais dans un ancien et charmant hôtel particulier, baigné de lumière naturelle. Manon est devenue ma première et unique stagiaire. Le week-end, elle m'aidait à organiser mes anciens projets, à cataloguer mes dessins, et chaque plan qu'elle touchait, c'était comme si elle redécouvrait sa propre histoire, apprenant à connaître la mer qui lui avait été refusée. 2 ans plus tard. Je suis debout, au dernier étage du centre culturel, encore en construction. L'odeur de béton frais et de bois neuf emplit l'air. Le soleil de l'après-midi pénètre par les immenses verrières que j'ai conçues, inondant l'espace d'une lumière dorée et chaude. À mes côtés, Manon, casque et chaussures de sécurité, regarde la ville qui s'étend sous nos pieds. La tour Zénith est visible au loin, mais elle ne me hante plus. C'est juste un bâtiment, un ancien chapitre d'une longue histoire. C'est encore plus beau que sur le dessin, dit Manon, les yeux brillants. Un projet, ce n'est pas ce qui est sur le papier, dis-je en passant mon bras autour de ses épaules. C'est ce qu'il devient quand il prend vie. Elle désigne une impressionnante arche d'acier qui traverse le plafond. C'est ta signature, n'est-ce pas, maman? Comme sur la tour Zénith? Je souris. Non, ma chérie, ce n'est pas ma signature. Je regarde la structure qui s'élève autour de nous, témoignage de résilience et de vérité. C'est ma voix. Philippe a passé sa vie à construire un empire pour prouver sa valeur au monde. Et j'ai appris, à la dure, que la vraie valeur ne réside pas dans la hauteur des gratte-ciel que l'on construit pour que les autres les voient, mais dans la solidité des fondations que l'on pose en soi-même. Il m'a laissé sans rien, mais il a oublié le secret dans la doublure du manteau. Il n'a jamais compris que le secret n'était pas la preuve que je gardais. Le secret, c'était l'architecte qu'il n'a jamais réussi à détruire. Et là, sous le soleil de l'après-midi, en voyant ma fille et mon rêve grandir ensemble, fort et plein de lumière, j'ai su que je n'avais pas seulement récupéré mon passé. J'avais, enfin, commencé à construire mon avenir. Et cet avenir, il se construit chaque jour, une brique à la fois, une décision à la fois. Un « non » dit au bon moment. Un « oui » à soi-même, après des années de déni. Mon histoire peut sembler extraordinaire, mais la vérité est que ce que j'ai vécu est terriblement courant. Il y a des millions d'architectes fantômes dans ce monde. Des femmes dont l'éclat a été obscurci pour que celui d'un homme puisse briller plus fort. Des femmes dont les idées géniales ont été chuchotées lors d'une réunion, puis proclamées à voix haute par quelqu'un d'autre. Des femmes dont les sacrifices nocturnes, les heures de sommeil perdu, ont été commodément oubliées et qualifiées de chance ou d'opportunité que l'autre a su saisir. Des femmes à qui on a appris à se faire toutes petites pour tenir dans des espaces trop étroits pour leur grandeur. Peut-être que vous, qui m'écoutez en ce moment, connaissez intimement ce sentiment. La frustration cuisante de voir votre voix étouffée, de voir quelqu'un récolter les lauriers pour le travail qui vous a coûté votre âme, la douleur d'être réécrite dans l'histoire de quelqu'un d'autre comme un personnage secondaire, une note de bas de page, facilement jetable. Combien de fois vous a-t-on dit d'être plus humble, de ne pas faire de vagues, d'être simplement reconnaissante d'être là? Combien de fois avez-vous ravalé la vérité parce que la peur des représailles était plus forte que le désir de justice? Pendant longtemps, j'ai cru que le silence était mon seul refuge sûr. Aujourd'hui, je sais que le silence n'est que le temps que nous prenons pour étudier le terrain, pour affûter nos outils, pour dessiner le plan détaillé de notre bataille. Ils peuvent essayer de voler votre projet, d'effacer votre signature, de réécrire votre héritage. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais vous enlever. La main qui dessine, l'esprit qui crée, l'âme qui rêve. Ils oublient la partie la plus importante. Ils oublient que vous êtes les fondations. Et sur des fondations solides et vraies, tout, absolument tout, peut être reconstruit, plus haut, plus fort et plus lumineux qu'avant. Si mon parcours a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre bec et ongles pour que votre voix soit entendue, ou si vous êtes, en ce moment même, en train de rassembler vos forces pour ce combat, je vous invite à laisser votre marque ici. Non pas comme un commentaire, mais comme une déclaration. Écrivez ci-dessous « Mon histoire, mes règles ». Chacune de ces phrases sera une brique dans la construction d'une forteresse de femmes qui refusent d'être invisibles. Partagez cette vidéo avec cette amie, sœur,
mère ou collègue qui a besoin de se souvenir, aujourd'hui, du pouvoir qu'elle porte en elle. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'elle est la seule et véritable architecte de son propre destin. Et si vous cherchez d'autres histoires de femmes qui ont transformé leurs ruines en monuments, abonnez-vous à la chaîne. Car toute grande démolition, en fin de compte, n'est que l'annonce bruyante et nécessaire qu'une nouvelle et spectaculaire construction est sur le point de commencer.